allons-y. Donc bonsoir, bon après-midi à tous. Merci d'être avec nous donc, pour cette table ronde IA et médicale appliquée. Alors, toutes nos excuses, on a un intervenant de la société Couragé qui s'excuse, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Mais ça ne va pas nous empêcher de traiter le sujet. Je vais laisser mes intervenants se présenter. Alors, je vais vous demander une présentation un peu synthétique et un peu courte, en 1 minute, grosso modo. Et puis, on reviendra un petit peu sur le déroulé de la conférence, sur vos activités respectives. On fait dans l'ordre, j'attaque. Oui. Du coup, Mathieu Poissard, directeur marketing de Neovision, une PME spécialisée en intelligence artificielle, conseil ingénierie. Du coup, moi, je suis Charles Faroche, je suis chirurgien dentiste et je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Lovis, qui vise à optimiser les parcours de soins au moyen d'outils numériques assistés par intelligence artificielle. Et Pierre Del, je suis médecin, je suis cancérologue dans un centre de lutte contre le cancer à Lyon et j'essaye depuis 5-6 ans de coordonner tous les projets qui gravitent autour de la donnée numérique et de l'intelligence artificielle dans mon établissement. Alors, quand on est dans le médical, on gère par définition des problématiques complexes qui tiennent à des enjeux qui sont capitaux puisque c'est la bonne santé de tous ou voire même la vie des patients. Et du coup, dans ces contextes-là, l'IA, l'intelligence artificielle, avance avec des promesses fantastiques. Donc on va essayer aujourd'hui de voir où on en est réellement, puisqu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la science-fiction, mais il y a des choses qui sont très abouties et qui marchent. Donc on va voir avec nos intervenants, en tout cas on va essayer de voir où on en est un petit peu, et voir comment est perçue et acceptée l'IA dans cet environnement médical qui était forcément, par définition, un petit peu particulier et qui a des enjeux sociétaux et réglementaires importants. Alors, Mathieu, quand on parle d'IA, s'il y a des férus de science-fiction comme je le suis dans la salle, tout de suite on pense à Skynet, à Ultron, à toutes les IA autonomes qu'on a pu voir passer sur les écrans de cinéma. À quoi ça ressemble une IA dans le médical ? Est-ce qu'on est proche de quelque chose qui s'apparente à ça ? Ou est-ce qu'on est à des années-lumière ? C'est exactement ça, les films de science-fiction avaient tout prévu. Donc à Neovision, on cherche à être les maîtres du monde. Bon, non, en vrai, c'est pas du tout ça, on en est très très loin. Dans les films de science-fiction, on va dépeindre des IA fortes, des IA qui sont généralistes, qui peuvent passer d'une tâche à une autre et être bien meilleures que l'humain sur chacune d'elles. Aujourd'hui, l'IA, elle est spécifique, on va la développer pour une tâche précise et elle sera excellente sur cette tâche, mais incapable de se généraliser à d'autres. Donc, les IA à qui on va prêter une conscience ou autre, c'est encore de la science-fiction et ça le restera peut-être. Cette question n'a pas encore de réponse. Vous pouvez intervenir si vous voulez compléter, il n'y a pas de souci. Donc le docteur Pierre Odel, est-ce que vous constatez un intérêt accru pour l'IA dans l'univers médical et quel type de projet est-ce que vous mettez vous en fonction dans l'écosystème Léon Bérard ? Alors, incontestablement, il y a un intérêt des professionnels de santé à ces nouvelles technologies. Ça passe par un phénomène d'acculturation de ces nouvelles approches. Et ça passe aussi beaucoup, notamment dans le monde de la cancérologie, par l'évaluation. Cette évaluation, elle doit être scientifique. Et on a, depuis 5-6 ans, beaucoup évolué dans nos projets. Alors, on a toujours des projets qui vont graviter autour de 3 grands gisements de données dans le monde hospitalier et le monde de la santé. Ça va être la donnée numérique. Et ça, il y a énormément de publications. Quand je parle de données numériques, on pense forcément au scanner, à l'IRM, à la mammographie. Ce qui est beaucoup plus avancé dans le monde de la cancérologie, c'est l'anatomopathologie. L'anatomopathologie, c'est une spécialité où, en fait, qui permet de définir le cancer. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que si le médecin se trompe, toute la prise en charge va se tromper. Et là, il y a énormément de projets de recherche qui sont quand même très très aboutis et qui aujourd'hui pourraient être même amenés à modifier la classification internationale de certaines pathologies. Et je pense notamment au cancer de la plèvre, le mésothéliome, pour lequel on avait fait une publication au Centre Lambera il y a 2 ans maintenant. L'autre gisement de données, là aussi,
qu'on connaît, c'est les données génétiques, génétique de la patiente, et surtout génétique de la tumeur, pour lequel le problème vient plutôt encore d'une hétérogénéité dans la technologie de l'analyse, donc dans la fourniture de la donnée. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est fondamental parce que la stratégie thérapeutique, notamment l'apparition des thérapies ciblées qui vont en découler, sera également un élément important. Et ce qui est peut-être le plus dur, et en tout cas moi c'est mon domaine de recherche privilégié, ça va être la donnée clinique. Et cette donnée clinique, dans les dossiers médicaux, elle est noyée dans des comptes rendus, elle est très peu structurée, quasiment jamais alignée sur des référentiels internationaux. Et donc on utilise aujourd'hui des projets d'IA qui utilisent l'analyse automatique textuelle pour essayer de valoriser cette donnée clinique et ensuite de les intégrer dans d'autres modèles. Et ça, c'est ce qu'on a commencé depuis, chez nous, on va dire 2015. Et l'évolution de nos projets, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois l'approche technologique qui le permet et à la fois la meilleure compréhension, on en parlera peut-être tout à l'heure, des aspects réglementaires, sécuritaires. On a de plus en plus de projets qui deviennent interhospitaliers, ce qui permet d'avoir des volumes de données plus importantes, mais aussi également une hétérogénéité des données également plus importante pour entraîner le modèle. C'est toujours assez intéressant. Alors, on imagine aisément que le monde médical n'est pas un secteur d'activité comme les autres. Il manipule des données de santé, vous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les caractéristiques propres quand on travaille dans l'IA sur des données de santé? On l'imagine très bien, les données de santé, c'est des données sensibles, c'est réglementaire, on ne peut pas le diffuser. Il a fallu que les établissements se mettent en ordre de bataille et notamment informent tous ces patients de la possibilité de réutilisation de leurs données de santé à des fins de recherche. Il faut qu'ils mettent en place des systèmes pour recueillir le refus. Tout le monde a le droit de refuser à ce que des données, même anonymisées, soient utilisées à des fins de recherche. Donc ça, c'est une organisation pratico-pratique. Et puis ensuite, c'est ce qu'on a évoqué, c'est tous les freins et c'est pour ça qu'on a commencé sur des développements internes de modèles mathématiques. C'est une fois que nos données sont chez nous, c'est quand même plus facile à sécuriser. Et désormais, on est sur des projets qui utilisent des nouvelles technologies, notamment l'apprentissage fédéré, Federating Learning, qui permet de faire en sorte que les données restent à l'intérieur de l'établissement et c'est le résultat du modèle qui va être ensuite mutualisé. Oui. Pour continuer sur l'anonymisation, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a bossé ensemble, Charles, sur le projet. Mais il y a d'autres choses aussi, donc c'est l'hébergement des données de santé. On ne peut pas les héberger n'importe où ni chez n'importe qui. Il faut que ce soit des hébergeurs donc, qui soient agréés, des hébergeurs de données de santé. Il y en a toute une liste qui sont agréés en France. Et à côté de ça, sur l'hétérogénéité des données, c'est quelque chose de très vrai. Nous, on bosse beaucoup sur l'imagerie à Néovision. Et au niveau de l'imagerie, on pourrait se dire qu'un scanner, c'est un scanner, il va produire une image qui est comparable à un autre scanner. Ben, en fait, non. Quand on va faire l'apprentissage, il faudrait qu'on ait des images issues de plusieurs scanners pour avoir une technologie qui soit capable d'automatiser la lecture d'une radio ou d'un IRM sur toutes les marques de scanners. Donc il y a une vraie hétérogénéité sur les images produites. Et il y a aussi une chose, c'est que ce sont des données qui sont assez complexes. C'est-à-dire que n'importe qui ne sera pas capable d'interpréter une radio. On a besoin de l'expertise des médecins dans cette phase d'annotation. Donc l'annotation d'une donnée, c'est on a une donnée et on va l'interpréter, on va lui donner un sens. Et c'est ce sens-là qui va aussi être utilisé lors de l'apprentissage pour qualifier ces données, ces observations. Et cette qualification, cette annotation, elle est faite par des professionnels donc de médecine, de santé. Et il faut souvent confronter une annotation avec une autre annotation parce que les professionnels entre eux ne vont pas poser la même annotation sur une même donnée. Donc ça, c'est un vrai challenge. En général, il faut réussir à avoir une petite sélection de médecins qui n'ont pas forcément la même vision pour un peu croiser tout ça et essayer de trouver la meilleure annotation possible qui fasse au moins un consensus entre eux. Est-ce que vous pensez, alors l'IA est en train de bousculer beaucoup de choses dans les pratiques médicales, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, elle vient augmenter les soignants, ou est-ce qu'elle a vocation à les remplacer ou à les transformer en exécutants qui vont
justement dépendre des préconisations de l'IA. Alors on va commencer par le dentaire. Comment ça se passe? Est-ce que les dentistes ont du souci à se faire ou pas? Non, je pense pas. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une application très vraie dans une discipline du dentaire qui est l'orthodontie. Aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de faire en sorte de déplacer les dents et transforment en fait les dentistes en des orthodontistes sans avoir spécialement les compétences pour faire de l'orthodontie. Et ça, c'est une réalité qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a une destruction progressive de ce métier-là, d'orthodontiste, qui jusqu'alors était une compétence manuelle et intellectuelle. Et aujourd'hui, on arrive à remplacer ça par... Alors, ce n'est pas des robots qui effectuent la mise en place dans la bouche, non, c'est toujours le dentiste, mais ça n'a plus besoin d'être un orthodontiste. Donc, en fait, on est dans le cas de figure où on a quelqu'un qui devient un peu un exécutant sans avoir les connaissances qui vont, et on voit apparaître certaines dérives, notamment sur certains traitements, qui sont les limites en fait, de l'application d'une IA à une discipline. Et ça, c'est une réalité dans le secteur de la santé. On a des traitements d'orthodontie qui sont mal effectués parce qu'en fait, on a des exécutants qui se sont trop reposés sur l'IA. Donc en fait, je pense qu'il y a une réalité qui se trouve, il y a un équilibre toujours qui se trouve entre les deux, entre l'IA, son application, ses exécutants et qui a le droit de le faire. Voilà. Si je peux compléter, je suis complètement d'accord là-dessus. Et en fait, les projets de recherche ont aussi évolué. L'équipe de Stanford, il y a 4-5 ans, vous avez tous entendu parler, c'était pour moi un des premiers beaux papiers qui utilisait du deep learning sur les taches mélaniques, les grains de beauté. Et en fait, à l'époque, ils comparaient un modèle mathématique à une centaine de dermatologues. Et les projets ont aussi évolué. Et il y a quelques jours, la FDA, donc l'agence américaine du médicament, a donné un agrément pour une IA pour la détection des cancers de prostate, donc toujours sur les lames d'Anapan dont je vous ai parlé. Et en fait, l'essai thérapeutique, ils ont fait un vrai essai thérapeutique pour qu'il y évalué ce modèle mathématique. C'était pas le médecin versus la machine, c'était le médecin plus la machine versus le médecin seul. Et ça a permis d'améliorer la détection de toute petite, je crois qu'il fallait que le cancer quand le cancer faisait moins de 1 ou 2 mm, ben l'association des deux faisait le mieux. Et donc on est sur cette question du médecin augmenté. J'aime pas trop ce terme, mais j'en ai pas d'autres. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on va aller, et je ne crois pas effectivement au remplacement de nos radiologues ou de nos dermatologues. Alors, oui, pardon. Ouais, peut-être pour aller dans ce sens, je suis bien d'accord aussi. Et sans en dire trop, parce que ça va donner lieu à un article scientifique, on a mené une étude avec une école à Grenoble sur l'acceptabilité aussi de l'IA en matière de santé. Et les patients ne sont pas non plus prêts à voir le médecin disparaître au profit d'une IA. La place du médecin, quand même, est primordiale dans la relation avec le patient. Et ça va aussi dépendre en fait de la dangerosité, de la sévérité en fait, pardon, de la pathologie. Avoir recours à une IA pour des pathologies qui sont bénignes, ça va potentiellement desservir le médecin. Par contre, s'appuyer sur une IA pour qualifier des cas rares, là, ça va justement valoriser le médecin qui ose s'appuyer sur de la technologie pour aller détecter des choses qui dépassent un petit peu ses compétences des fois. Vous m'avez dit la même chose, je crois, Dr Odell, quand on a échangé pour préparer la table ronde, en expliquant que l'IA renforçait le lien soignant-patient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est une conviction personnelle, je peux me tromper, mais moi, je crois beaucoup à ça, et je crois beaucoup à ce renforcement de la relation médecin-malade, parce qu'il va falloir expliquer les résultats. Et ça, c'est un élément qui est... Alors, il y a aussi beaucoup de projets sur cette explicabilité des résultats. Parce que quand un modèle mathématique, alors moi je reste sur le cancer parce que je connais ça, va vous expliquer que madame, vous avez 25,3% de risque de récidive à 10 ans, bah, ce 25,3%, ce côté hyper précis du chiffre après la virgule, ça va être très 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 compliqué. Et il y a un gros travail à faire de numératie. Si moi je vous demande, on imagine un chiffre à 10%, si j'interroge est-ce que 10% de risque de récidive métastatique à 10 ans c'est important, autant que vous êtes, là je pense qu'il y aura 3 ou 4 groupes différents en disant bah non, j'ai quand même 9 chances sur 10 de guérir, et d'autres en disant bah non, 10% c'est énorme. Et ça, ce lien-là, cette explication des résultats, des enjeux que ça apporte, je pense que ça va renforcer l'humain. Et on a des projets, j'ai un projet de recherche là-dessus avec Mathieu Guillermin, je sais pas là, de l'Université catholique de Lyon, sur cet aspect éthique
sur la réflexion en tout cas qu'on doit avoir sur le rendu des résultats, la façon de le faire et le comment l'humain s'approprie le résultat de ces modèles. C'est vrai que c'est deux choses qui sont ultra importantes dans l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Donc il y a l'explicabilité. On est en train il y a des avancées sur les méthodes en fait d'apprentissage pour réussir à représenter le cheminement de l'intelligence artificielle qui va donner ensuite sa prédiction et que cette représentation soit interprétable par un humain. Ce qui aujourd'hui n'était pas le cas en fait. Le deep learning, c'est une boîte noire qui est difficilement explicable. On n'arrive pas à comprendre comment la technologie est arrivée à cette prédiction, mais il y a des choses comme le concept whitening, par exemple, si vous voulez vous renseigner un petit peu là-dessus, qui tendent à expliquer ce raisonnement. Et il y a une autre chose aussi, c'est la transparence, notamment au niveau des données qui seront utilisées en fait pour l'apprentissage. Comment a été créée cette IA? Quelles données ont été utilisées pour faire l'apprentissage? Sur quoi se base-t-elle pour apporter ces prédictions? Et ça, c'est une autre chose aussi qui est très importante au niveau de l'éthique de l'IA et de l'acceptabilité. Il y a ces deux notions, la transparence et l'explicabilité, je pense. Alors, quand on parle d'IA, évidemment, on a toujours en tête Google. Et avec Google, les GAFA, on voit de temps en temps des articles. Google, Microsoft ou un autre a signé un protocole avec tel hôpital au Canada ou je ne sais où. Et du coup, on se dit, nous, les GAFA, dans les hôpitaux français, ils rentrent pas. Nos données de santé, comment elles sont gérées? Est-ce que les GAFA sont présents dans les hôpitaux français? Bonne question. La réponse est oui, mais pas pour des données cliniques, en tout cas pas à ma connaissance dans le monde de la cancérologie. D'accord. Mais il y a eu des collaborations officielles entre l'Institut Curie et Google sur des données tumorales de souris, si vous voulez. Donc aujourd'hui, ils mettent le pied dedans. C'est sûr qu'en France, on est très loin du NHS, où il y a des ventes massives à Amazon ou à Google de données de patients. NHS pour les... C'est le système de santé en anglais britannique. Merci. Pardon. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous disiez qu'on était assez loin du NHS. Très loin. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de... En tout cas, je ne connais pas de projet d'envergure avec les GAFA. Pas pour des contraintes, pour des contraintes, c'est pour des questions essentiellement réglementaires. Après se pose la question aussi de l'arrivée des GAFA dans le domaine de la santé, hors des hôpitaux aussi. Parce que là, on a Google, si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé dernièrement justement une technologie qui permet de diagnostiquer des petites maladies de peau, un mélanome, un grain de beauté. On se prend en photo et il va nous donner un diagnostic. Est-ce que c'est cancéreux ou non? Donc en fait, il faut aussi se dire qu'on est peut-être dans une société qui est en train de muter et peut-être qu'ils vont réussir à trouver des shortcuts pour ne pas passer par des institutions publiques qui justement protégeraient en partie nos données ou autres. On pourrait avoir d'autres façons en fait, d'arriver sur le marché et de contourner ce qu'il y a déjà en place. Quoi. Un shortcut, c'est raccourci. Est-ce que les interlocuteurs que vous avez dans vos métiers respectifs, c'est-à-dire les personnels de santé, les soignants, sont naturellement confiants quand vous parlez d'IA? Ou est-ce que cette confiance se construit, elle s'élabore dans la coopération, dans le développement de l'IA? Comment ça se passe? Pour ma part, en tout cas, quand je présente ce que je fais aux autres chirurgiens dentistes, c'est très très bien apprécié. Après, je ne sais pas si j'ai une profession un petit peu atypique, qui est toujours un peu précurseur dans ce domaine-là, du fait de la pluridisciplinarité et puis du fait qu'on ait beaucoup de technologies toujours au cabinet, que ce soit de la radiologie, des scans 3D, de l'imagerie non irradiante aussi. Enfin, on a tout un tas de technologies à domicile. C'est assez bien perçu, non seulement de la part du soignant, parce que on parlait du médecin augmenté, mais c'est une réalité, quoi. Ils ont l'impression de mieux prendre en charge leurs patients, mais c'est aussi dans l'accumulation des données en vue de cette prise en charge que le patient aussi a une meilleure impression d'être pris en charge aussi. Plus il va se communiquer de données qui le concernent sur sa pathologie, ressenti, correct ou pas correct, mais il va aussi avoir l'impression d'être mieux pris en charge. Donc l'IA en fait médicale, je dirais qu'elle est assez bien perçue d'une manière générale par le corps soignant et par les patients. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas tellement de soucis non plus dans le monde de la cancérologie. Il y a une question qui
qui est liée à la confiance, qui est celle des preuves scientifiques. Et à partir du moment où aujourd'hui, IA, ça fait un peu buzzword, c'est le mot à la mode, hein, si vous voulez. Moi, dans mon activité clinique, je travaille que sur le cancer du sein. Il y a des papiers toutes les semaines sur l'IA et le dépistage, l'IA et la mammographie. Et en fait, quand vous regardez intuitivement les dossiers, les articles, on est quand même très très loin de faire une première lecture par IA et une seconde lecture par le radiologue. Donc oui, on va y aller. Là, on est sur un phénomène d'acculturation qui est important, mais ça reste progressif. Et tant qu'on n'a pas un niveau de preuve suffisant, il n'y aura pas d'intégration en routine. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Mathieu sur ce que peut entraîner les GAFA, ou en tout cas des applications en open access. Et l'exemple de l'application sur la détection des tumeurs de la peau est assez intéressante. Moi, j'ai un sujet qui me dit, mais dans cette relation médecin-malade, je pense qu'il va y avoir une modification de l'expertise. Un petit peu quand quelqu'un va chez un garagiste pour acheter une voiture, en fait, il a eu toutes les informations qu'il voulait sur Internet et le vendeur de voiture a changé de métier depuis en 5-6 ans maintenant. Et je pense que la relation médecin-malade va être renforcée, mais va être modifiée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un patient et il dit « je suis allé sur Doctissimo et j'ai lu ça », vous savez que dans 90% des cas, ce qu'il a lu, ce n'était pas pour lui. Par contre, si demain, il y a un patient qui vient voir son médecin généraliste en disant « j'ai l'application de l'équipe de Stanford qui m'a dit que j'avais un mélanome », vous pouvez dire « ah ouais, quand même, là, au niveau du diagnostic, c'est plus la même chose ». Et du coup, je n'ai pas du tout la réponse à ça, mais je pense que la question de l'expertise et la modification de l'expertise est un vrai sujet. Et en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je pense que ça peut être très intéressant. Alors, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez dit aussi, parce qu'on peut imaginer de manière candide qu'on pose une IA et hop, ça fonctionne. Vous m'avez dit pas du tout. Il faut la mettre déjà, il faut l'implémenter. Ensuite, il faut l'entraîner, l'évaluer, l'intégrer dans les process. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon d'amener un projet d'IA dans le médical ? Oui, c'est sûr que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc déjà, on a abordé le sujet des données. Sans données, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est pour ne pas dire rien en fait. Et donc on va avoir un cycle de vie d'un projet. On va déjà essayer de concevoir la solution, donc on va avoir les données qu'on a, quel objectif on va essayer d'atteindre. Ensuite, on va structurer la solution, faire les choix technologiques, voir quels algorithmes peuvent entrer en jeu. D'ailleurs, on va la prototyper de façon à pouvoir la tester sur un petit jeu de données qui sera bien maîtrisé, qui aura été bien qualifié, et on va pouvoir évaluer ses résultats. Si les résultats sont satisfaisants et que l'usage est là également, on va pouvoir rentrer dans une phase d'industrialisation, et c'est là qu'on va vraiment essayer d'implémenter les contraintes environnementales dans lesquelles va évoluer la technologie. Ça va être des seuils de précision minimum à atteindre, une rapidité d'exécution par exemple, et une fois qu'on a atteint ces objectifs, il faut encore réussir à l'intégrer. Alors l'intégration, c'est pas si facile que ça. Il y a une grande variété d'environnements informatiques en France et dans le monde, chez nos différents clients. Et du coup, à chaque fois, on va devoir faire une intégration spécifique pour que la technologie communique bien, par exemple, avec les autres fonctionnalités d'un logiciel, d'une application, et qu'elle soit réellement utilisable au quotidien. Et après, dans toutes ces phases, il y a toujours des critères d'évaluation, donc souvent statistiques, pour s'assurer en fait des bonnes performances de la technologie. Et souvent, ça va être confronté à l'expertise aussi de professionnels de santé qui vont valider ou non les performances, enfin les prédictions faites par l'intelligence artificielle. Vous me corrigez si j'ai dit une bêtise. Non, j'ajouterais juste que moi, dans le rôle d'annotation ou dans le travail d'annotation, j'ai essayé d'être volontairement dans le pré-diagnostic, la pré-évaluation, pour essayer d'éviter d'importer ce genre de biais professionnel, quoi. Qu'on ne soit pas 10 à dire que 10 choses sont différentes, quoi. Donc si on est relativement prudent et qu'on parle de pré-diagnostic ou de pré-idée ou de voilà, quelque chose comme ça, on arrive à limiter un peu le risque et finalement à augmenter la qualité de l'IA chemin faisant, quoi, plutôt que de l'inverse. Enfin, c'est un process qui a son importance, quoi.
Oui, et il y a beaucoup d'itérations en fait. On va sortir une première version qui va atteindre certaines performances. On va réfléchir à comment booster ces performances-là. Donc on va avoir une version 2 et ainsi de suite. Toujours dans cette logique d'amélioration. Et ça peut passer par une amélioration de la base de données, une modification des paramètres d'apprentissage. Il y a tout un tas de changements qu'on peut apporter pour améliorer les capacités et les performances d'une intelligence artificielle. Mais souvent, c'est des projets qui se font sur le long terme. On ne va pas créer une IA en quelques mois et la déployer de façon industrialisée. Encore plus dans le domaine de la santé. Il y a tout un tas en plus de certifications à obtenir avant de pouvoir la mettre en utilisation. Donc voilà, c'est quand même un projet qui est semé d'étapes importantes qu'il faut bien valider les unes après les autres, quoi. Et si je peux juste faire un petit point sur la qualité des données d'entrée, c'est le sujet en fait, hein, c'est extrêmement compliqué. Je parle sur les données cliniques. On fait de l'analyse textuelle, mais il faut l'entraîner, il faut lui expliquer les concepts, et il faut l'aligner sur des référentiels. Et après, il y a des choses toutes bêtes. En fait, là, j'essaie de monter un projet sur les résultats de biologie. Il faut savoir que 90 ou je pense 95% des laboratoires d'analyse médicale français n'utilisent pas la classification internationale pour donner les résultats de biologie. Donc il y a un énorme travail d'alignement des différents résultats. Je crois que j'ai retrouvé 70 façons de déclarer des polynucléaires neutrophiles, avec pas les mêmes noms, pas les mêmes référentiels, pas les mêmes grammages, ce que vous voulez. Et donc le premier travail, c'est de nettoyer et d'aligner ces données-là. Et ensuite, c'est malgré tout fondamental parce que l'IA qu'on va entraîner, il va falloir être capable, si un jour il fonctionne et un jour on arrive à l'implémenter en routine, c'est de se dire sur quel jeu de données ça a été entraîné. Il va falloir que l'utilisateur final sache quelles sont les indications de bonne utilisation de son modèle mathématique. Un petit peu comme aujourd'hui, quand on utilise un médicament, ce médicament il a été évalué dans des essais thérapeutiques, et dans les essais thérapeutiques, il y a des critères d'inclusion, c'est-à-dire que pour que la patiente rentre dans l'étude, il fallait qu'elle réponde à tous ces éléments-là. Il y avait des critères d'exclusion, si un de ces critères, elle ne peut pas rentrer. Et le médecin sait que ce médicament-là, il est utilisé pour tel patient dans telle situation. Il va falloir imaginer l'IA de demain, utilisée en routine, avec également ces règles-là. Alors, quand on a préparé la table ronde, Mathieu, on a évoqué ces sujets-là et vous m'avez dit, mais il y a un diag data qui existe chez BPI, parce qu'effectivement, pour ceux qui peuvent se poser des questions de savoir si les données sont suffisamment structurées quelle est la qualité des données que vous avez pour pouvoir poser un projet d'IA dessus. Est-ce que ce diag data chez BPI, comment ça marche ? Alors c'est une initiative qui a été lancée par BPI France. C'est en fait une subvention, un financement qui permet en fait de diagnostiquer les données en présence dans une entreprise. Donc qui doit faire moins de 2000 personnes et être indépendante, pas détenue par un grand groupe par exemple. Et du coup en fait on va pouvoir regarder ces données qui sont en présence, les mettre en résonance avec les objectifs ou les problématiques qu'on aimerait résoudre, et on va voir s'il est possible de faire émerger un projet exploitant ces données pour atteindre ces objectifs. En fait, c'est là la raison d'être de ce diagnostic data IA, et cette prestation en fait est financée à 50% par BPI France. Leur but, c'est de réussir à faire popper des projets d'IA intéressants dans l'écosystème français pour ensuite pouvoir les financer. Et du coup, ça, c'est la première pierre d'un édifice qui sera peut-être encore un peu plus important, des dispositifs de financement plus importants sur des projets IA. Voilà. Ça permet de répondre à pas mal de questions. Qu'est-ce que je peux faire de mes données ? Sont-elles exploitables ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour les rendre exploitables ? C'est en général la première chose à faire avant de vouloir se lancer dans un projet IA, quoi. Alors, le public qui est présent dans la salle n'a pas choisi le thème de la conférence par hasard. Il y a peut-être des professionnels de santé qui se disent tiens, et moi, est-ce que je pourrais avoir un projet d'IA à mettre en place dans mon service, comment on pourrait faire, etc. Donc j'imagine qu'ils peuvent venir voir Néovision, mais si les projets ne sont pas matures et qu'on est vraiment au stade de l'intérêt ou de l'idée, vers quelle structure ils peuvent se tourner ? Ils peuvent toujours venir nous voir, hein. Même s'ils ne savent pas trop quoi faire ou si c'est possible ou non. Juste dialoguer avec des professionnels de la data et de l'IA, ça va quand même
aider à y voir un peu plus clair et avoir une idée sur la potentialité de ces données. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait des organismes vraiment dédiés, spécialisés dans le diagnostic des data. Enfin, peut-être que je me trompe. Pas que dans les data, mais pour passer du stade de l'idée au projet, en fait. Moi, j'y suis passé en fait du stade de l'idée au projet en tant que soignant, quoi, et je me suis adressé à Néovision, mais qui était présent en fait par l'écosystème rhône-alpin, quoi. Donc, c'est Minalogic, c'est la BPI, c'est l'AER, c'est tout un tas d'organismes qui peuvent vous accompagner et qui référencent tout un tas d'entreprises qui peuvent vous accompagner. Donc, je ne ferai pas la promotion de Néovision, mais je suis content quand même. Donc. On a la chance d'avoir le patron d'ICARE dans la salle. Est-ce qu'il peut venir te voir, Gérald, les entreprises qui ont des sujets sur l'intelligence artificielle? D'accord, donc oui, sur les aspects usage. Mais juste pour rebondir, il y a eu un panorama en fait, réalisé par la région qui recense tous les acteurs de la data et de l'IA sur le territoire. Donc je vous invite à aller voir ça. Il y a peut-être le bon acteur spécialement positionné pour votre projet, vos questions. Donc pas hésiter à aller éplucher ce panorama qui a quand même été bien fait. Alors, qui se télécharge sur le site Auvergne-Rhône-Alpes, qui se tient tout, -entreprise avec un s.fr pour ceux qui veulent. Donc Auvergne-Rhône-Alpes-entreprise.fr. Donc on a un petit peu vu les éléments de contexte, on a vu aussi des éléments liés au projet. La grande question, et ne me répondez pas, ça dépend des projets, parce que celle-là je la connais, c'est quoi grosso modo le ticket d'entrée pour arriver à se dire, bon, on a un budget pour faire un POC, donc un prototype, pour dire les choses autrement, un prototype d'IA sur un sujet de santé. Bon, je vais donner une fourchette. Ça va être une grosse fourchette. Ouais. Il faut des grosses bouchées. Mais sur les plus simples des projets, sur les technologies les plus matures, on peut imaginer avoir un prototype qui soit quand même bien avancé à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je ne sais pas, une cinquantaine de milliers d'euros. Quand on va être sur des technologies beaucoup plus de rupture, où il va falloir créer un état de l'art, le dépasser, là, ça va se compter en centaines de milliers d'euros. Et ça va être des projets, donc les plus simples peuvent s'étaler sur presque un an, un petit peu moins, voire un petit peu plus. Et les projets les plus ambitieux vont s'étaler sur plusieurs années de R&D avant de voir le bout du tunnel et de sortir vraiment sur le marché, quoi. Donc voilà, c'est très très large. Mais ça peut rester accessible. Il y a des financements qui existent aussi, différents organismes qui peuvent financer. Donc on a BPI France, mais il y en a tout un tas aussi. Je crois que sur le projet, on était passé par un autre dispositif. C'était EasyTech de Minalogic, je crois, qui facilite en fait le transfert technologique des laboratoires vers l'industrie. En fait, des laboratoires peuvent développer des technologies qui semblent très prometteuses, mais qui ne sont pas amenées à trouver une application tout de suite. Et en fait, on va faire en sorte de transférer cette techno vers l'industrie en la spécifiant. On l'a cité, les intervenants le citent à plusieurs reprises. Minalogic, c'est le pôle de compétitivité des industries du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, comment l'IA va perturber les questions réglementaires dans la santé, qui sont toujours un peu prégnantes, notamment celles liées aux responsabilités. C'est-à-dire qu'un toubib ou un soignant qui suit une recommandation de l'IA, est-ce que c'est le soignant qui garde toute sa responsabilité? Est-ce que c'est l'IA qui est responsable? Alors l'IA, à titre personnel, n'est pas responsable, mais est-ce que du coup, c'est le prestataire qui a mis en place l'IA qui peut avoir un niveau de responsabilité? Comment ça se bouscule tout ça dans les périmètres de responsabilité du médical? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question compliquée? C'est un peu compliqué, je pense que je serai très bref, mais aujourd'hui, à ma connaissance, le seul responsable, ça reste le praticien qui pose son diagnostic. C'est-à-dire celui qui est rémunéré pour l'acte, in fine, de ce qu'il fait. Après, la notion de responsabilité partagée, moi, je la vois appliquée dans d'autres dispositifs médicaux. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical sera un jour une responsabilité qui sera partagée? Ça, je ne sais pas le dire. Mais voilà. Non, c'est effectivement ça. Donc, il n'y a pas de. Aujourd'hui, la décision médicale reste par définition médicale.
Et on n'a pas de... j'ai jamais entendu parler de choses où on pouvait attaquer sur les... Il y a à peu près, aux États-Unis, il y a à peu près 70 IA agréés par la FDA, 70 ou 80 peut-être maintenant. Et j'ai jamais entendu dire que dans un pays pourtant très procédurier, l'IA a déjà été attaquée. Donc je pense que ça restera quand même une responsabilité de l'être humain, quoi. D'accord. Alors, on a vu que l'IA pouvait prévoir des bonnes pratiques en termes médicaux. Est-ce que vous avez des exemples? On a parlé un petit peu de cancer, de diagnostic de cancer. Est-ce que vous avez des exemples sur lesquels l'IA peut intervenir en disant bah tiens, attention à ça, vous feriez mieux de faire comme si, concrètement? Clairement, dans la mouvance du praticien augmenté ou assisté à nos visions, donc je ne pourrais pas dire pour qui on a fait ça, et je serais aussi assez superficiel dans les détails techniques, mais on a travaillé sur un assistant à la planification chirurgicale, donc pour la pose de prothèses d'épaule. C'est des opérations chirurgicales qui sont assez compliquées, qui entraînent régulièrement des complications post-opératoires. Il y a très peu de chirurgiens en fait, qui ont une vraie expertise sur ces chirurgies. Et du coup, en fait, on a regardé tout un tas de cas patients historisés, donc avec quels étaient leurs problèmes, quelle chirurgie a été faite, quel choix de prothèse a été fait, comment elle a été implantée, et les retours post-opératoires. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et en analysant, en faisant un apprentissage sur ces données-là, on a pu créer un assistant qui va orienter le chirurgien dans le choix de la prothèse. Donc en gros, il y a deux grandes familles de prothèses d'épaule. La concavité, en fait, c'est plutôt sur le réceptacle qui est concave ou des fois qui est creux. Bref. Et après, donc, il va aussi conseiller sur la tige, la longueur de tige à choisir et son implantation, de façon à maximiser les chances de réussite de la chirurgie. Donc là, on est clairement sur une aide aux praticiens plus qu'un remplacement. C'est vraiment dans le but d'améliorer les résultats et la santé humaine, quoi. Docteur Adel, donc sur les diagnostics précoces de cancer et puis sur je sais pas, par exemple sur les traitements, est-ce qu'à un moment donné, l'IA peut dire bah tiens, si vous donnez tel médicament avant celui-là, vous allez maximiser les effets, ou est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça? Alors aujourd'hui, dans les grands modèles, effectivement, tout ce qui va être lié à la classification au pronostic, on voit que l'IA en tout cas va aider beaucoup les praticiens. Tout ce qui est sur la prédiction de l'efficacité, la prédiction des toxicités, pour l'instant, ça reste encore très, très prématuré d'imaginer ça. Moi, je voulais juste dire qu'il y a quand même, sur l'aide, notamment j'ai des chirurgiens qui traitent des cancers assez rares, qui sont les cancers des os, ce qu'on appelle les sarcomes. Et en fait, ils sont aidés aujourd'hui par des outils algorithmiques qui va permettre, si vous voulez, de définir les plans de coupe, c'est-à-dire où est-ce qu'il va falloir couper les os, puis ils ont l'imprimante 3D. Et en fait, l'intervention, j'aime bien schématiser, hein, c'est quand même des top chirurgiens, mais en fait, ils collent le moule sur l'os, et ensuite, ils auront plus juste à découper à l'endroit pour être sûr d'être à distance de la tumeur, c'est-à-dire de respecter des marges de tissu sain importantes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font au quotidien. Donc ça leur prend du temps, la préparation de la chirurgie est un peu plus longue parce qu'ils ont du contourage à faire. Par contre, la chirurgie est vraiment beaucoup plus facile, peut-être pas dire ça devant eux, mais en tout cas c'est plus simple et surtout ils ont des excellents résultats. Donc c'est des choses dans l'aide à la programmation, dans l'aide à l'intervention qui existent déjà. Alors, on a parlé aussi quelque chose parce que quand on parle de médical, on voit tout de suite la première chose qui nous vient en tête, c'est le soin, etc. Mais vous m'avez dit que c'était pas mal aussi utilisé pour peut-être les fonctions support auxquelles on ne pense pas dans l'hôpital, la gestion courante de l'hôpital, des infrastructures hospitalières. Quels sont les exemples, par exemple, sur lesquels peut intervenir l'IA dans la gestion des infrastructures hospitalières? La gestion des blocs opératoires, hein, qui sont des choses très très complexes, la gestion des stocks, on a bien vu avec la pandémie que la gestion des stocks en milieu hospitalier était quelque chose d'assez tendu. On imagine également les robots conversationnels, que ce soit pour orienter les appels téléphoniques ou pour peut-être déjà faire un premier filtre. Vous allez dire que je parle toujours d'essais thérapeutiques, mais
Il y a eu un très bel essai thérapeutique français cette fois-ci dans le suivi du cancer du sein. Ils ont fait un essai thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils ont tiré au sort des patientes opérées d'un cancer du sein, et puis en fait, soit elles tombaient sur une infirmière de coordination, soit elles appelaient sur un robot conversationnel. Et en fait, ils évaluaient la qualité des réponses par les patientes, une évaluation un peu de qualité de vie. Et les deux bras étaient similaires. Et du coup, si on est capable de dire qu'une IA est capable de répondre à un premier niveau aux attentes des patientes, c'est toujours du temps dégagé pour une infirmière dans notre contexte, quoi. On peut imaginer aussi, donc il y a beaucoup de tâches administratives qui prennent énormément de temps au quotidien. Pour avoir discuté avec des personnes dans des CHU et d'autres professionnels de santé. Tout ce qui est par exemple saisie d'ordonnance à la main. Une ordonnance va être éditée, elle va être réceptionnée, il faut la rentrer à nouveau dans un logiciel. Certaines personnes ont le droit de le faire, d'autres non. On pourrait imaginer en fait des technologies aujourd'hui d'OCR par exemple. OCR, c'est donc de la lecture optique de caractères. Et en fait, on lit automatiquement ce qu'il y a sur l'ordonnance et on ferait une saisie automatique directement dans le logiciel. On pourrait aussi imaginer, par exemple, donc nous on est à Grenoble, quand il fait beau et qu'il a bien neigé, il y a beaucoup de gens qui vont au ski, et plus il y a de gens qui vont au ski, plus il y a de chances qu'on ait des fractures des jambes ou d'autres. Et du coup, en fait, on pourrait créer des modèles qui vont prédire le nombre d'hospitalisations sur la journée à 36 heures, à 48 heures. Tout ça, ça demanderait bien sûr des données historisées, un vrai historique, pour pouvoir faire quelque chose de précis, mais c'est des choses qui semblent atteignables dans un futur proche, ou même dès aujourd'hui si les données existantes sont bien structurées. Alors quand on a évoqué ces questions d'IA dans le médical, tout de suite, vous m'avez tous dit qu'il y avait effectivement un enjeu qui était un enjeu d'éthique qui paraissait assez évident. Comment on adresse cet enjeu d'éthique, alors pas de manière technique, pas de manière technologique, mais dans les équipes autour du projet. Mathieu, vous m'avez parlé d'un comité d'éthique chez vous. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, souvent, intelligence artificielle et éthique, c'est deux sujets qui vont de pair. Le problème, c'est que l'éthique ne fait pas vraiment consensus. On a tous une vision de l'éthique. On va avoir des choses qui sont partagées de manière plus ou moins importante. Mais nous, on était persuadés d'une chose, c'est que en fait, l'éthique globale se fera au travers d'éthiques un peu plus individualisées, un peu plus isolées. Et nous, en fait, on a voulu, on va dire un peu personnifier cette éthique, cette vision qu'on avait. Donc, on a créé une charte éthique. On a défini quelles étaient nos valeurs, quelle était notre raison d'être, quel était notre but en tant qu'entreprise, et sur quel type de projet on pensait qu'il fallait qu'on travaille ou non. Et du coup, on ne voulait pas non plus seulement créer une charte éthique pour l'image ou pour pouvoir communiquer dessus. On voulait vraiment qu'elle ait une dimension opérationnelle. Et du coup, de cette charte éthique, on a créé un comité d'éthique donc qui est diversifié, qui représente bien Néovision dans sa globalité. Et chaque salarié de Néovision peut saisir ce comité d'éthique s'il pense qu'un projet qui est en discussion est en contradiction avec ses valeurs et les valeurs de Néovision. Et du coup, ensuite, c'est une réunion de toute l'équipe Néovision et c'est à la majorité. Faisons-nous ce projet ou non ? Donc, c'est des comités qu'on fait régulièrement et régulièrement, on fait sauter des projets parce qu'ils ne matchent pas avec ce qu'on veut faire. Soit parce que l'usage de la technologie pourrait dériver. Et du coup, en fait, on pourrait créer une technologie pour un cas d'usage précis à la base, mais elle pourrait être utilisée pour autre chose qui ne nous plairait pas. Et après, il y a aussi ça peut être inhérent à l'activité de la personne qui nous sollicite. Il y a des marchés sur lesquels on ne veut pas aller parce qu'on ne les trouve pas éthiques, on n'a pas envie d'être associé avec ces marchés-là. Et du coup, tout de suite... Vous pouvez donner un exemple ? L'armement, concrètement, on a parlé tout à l'heure de Terminator, Skynet, tout ça. Je pense que si on commence à s'amuser à mettre de l'intelligence dans les armes, sans parler de Skynet, on prendrait quand même une petite voie qui pourrait nous y amener, quoi. Donc les collaborateurs chez vous peuvent saisir le comité d'éthique et du coup, parce que le fait que ça existe des fois dans les entreprises, c'est pas suffisant. C'est bien accueilli, ils se font pas taper sur les doigts. Et quand vous faites sauter un projet, comment on retourne voir un client en lui disant écoutez, monsieur le client, on va pas le faire parce que c'est pas éthique pour nous. Comment vous faites ? Alors comment on le fait ? En général, c'est la personne qui a la relation client
qui va faire cette remontée d'informations. En général, c'est aussi cette personne qui est la plus frustrée, même si c'est elle souvent qui sollicite le comité en disant je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on devrait faire. Après voilà, c'est une personne qui s'est démenée pour trouver un projet, pour retrouver un client. On lui dit en fait non, on ne va pas bosser. Donc il y a une frustration, mais on s'est assuré en fait que toutes les personnes de Néovision se retrouvent bien dans nos valeurs. Et du coup, il peut y avoir une frustration, mais elle ne va rester que passagère, parce qu'au final, on partage tous les mêmes valeurs et on tire tous dans le même sens, on a la même vision. Donc ça ne pose pas vraiment de problème et on a très régulièrement une unanimité sur les comités d'éthique. On est d'accord que du coup, ça impute le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça a un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Clairement. Ouais. Okay. Ouais. Mais vous pouvez le mesurer, vous savez combien de points de chiffre d'affaires ça vous coûte par an ou pas? Non, j'aurais pas la stat. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ces choix, mais on s'est toujours dit qu'on ne mettrait pas de côté nos valeurs, même pour un projet qui serait alimentaire. Et voilà. Peut-être que c'est aussi ce positionnement qui fait qu'on génère des projets à forte valeur humaine ou environnementale. On se positionne comme tel et on espère en fait rayonner au maximum sur notre environnement, sur notre écosystème, pour que d'autres sociétés nous copient. Nous, on ne demande que ça, hein, que d'autres boîtes nous copient. En général, quand on nous copie, c'est qu'on fait quelque chose de bien. Et voilà. Aujourd'hui, ça ne nous porte pas du tout préjudice. On ne s'est même pas embêté à calculer le chiffre d'affaires perdu parce que tout va bien. Bah, tant mieux. Docteur, les questions éthiques, quand on est de l'autre côté en fait, du miroir, c'est-à-dire qu'on gère les projets au sein de l'hôpital, c'est le chef de projet qui gère ces questions éthiques ou est-ce que vous avez un petit comité éthique en interne sur lequel vous pouvez vous appuyer? Alors, pour moi, l'éthique, c'est la réflexion à tous les étages. En fait, c'est la réflexion de nos pratiques. Ce que je dis toujours, c'est que c'est comme la prose, on en fait sans s'en rendre compte normalement. Donc, l'intérêt aussi de centraliser, d'essayer de coordonner tous les projets à l'IA, c'est qu'effectivement, on les voit passer. Et on a parfois besoin d'un recours à un comité d'éthique. Alors, donc, tous les hôpitaux ont des comités d'éthique intra-hospitaliers, pluriprofessionnels, pour la prise en charge globale. Et en fait, on a commencé à les sensibiliser sur des projets il y a maintenant 2-3 ans, et c'est des projets qui tournent toujours autour de ce que ça peut avoir un impact pour le patient. D'accord ? Et le dernier projet que j'avais, c'était la question de l'observance médicamenteuse. L'observance médicamenteuse, c'est quand vous faites une prescription et vous dites le traitement c'est 1 fois par jour, tous les jours, et puis finalement le patient il dit moi je vais le prendre qu'un jour sur 2. Alors ça, quand c'est la grippe, c'est pas très grave. Quand c'est le cancer, effectivement, ça peut poser des soucis et on sait le mesurer. Dans certaines situations, les patients arrêtent le traitement ou le prennent de manière très très aléatoire. Et du coup, ça augmente le risque de récidive du cancer. Et du coup, on essaye de mettre en place des systèmes où, par l'intermédiaire du DMP, qui viendra peut-être un jour voir le jour un peu plus en France, à récupérer tout ce qui est sorti en pharmacie de ville. Et du coup, on est capable désormais aujourd'hui de mesurer cette observance. Ça, c'est des questions pour lesquelles maintenant on informe, grâce au comité d'éthique, on informe tous nos patients de cette possibilité en disant mais nous, la question de l'observance est fondamentale pour vous, pour votre suivi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remonte l'information du DMP? Donc, c'est des choses très pratico-pratiques. Mais je ne dis pas qu'on les contacte, ce comité d'éthique, toutes les semaines, mais sur des questions très très précises, oui, ça permet d'avoir surtout un regard extérieur. Je ne pense pas que le chargé de projet ou l'équipe qui est autour ne puisse le faire. Merci beaucoup. Alors, il reste une dizaine de minutes sur cette conférence. Ce que je vous propose, c'est peut-être des questions du public. Pour des raisons Covid, je ne vais pas vous tendre mon micro, mais je peux me faire le porte-parole de vos questions, si vous les posez assez fortes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc merci beaucoup. Alors, je vous écoute. D'accord. Donc, on a beaucoup parlé de la médecine prédictive. Comment l'IA peut s'appliquer sur la médecine préventive, dans la médecine préventive? Ouais, je crois que la question, c'était comment passer du curatif au préventif. Ouais. Oui. Justement, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure.
on va pouvoir faire des prédictions sur vous avez tant de chances de développer cette pathologie ou autre. Ça va être possible par du clustering. Alors, clustering, c'est les clusters, on a entendu parler depuis l'avènement de la petite maladie qu'on connaît tous. Ça consiste à rassembler des patients partageant des similitudes. Ça va être au-delà de l'âge, du poids, de choses, en fait, de critères qu'on va avoir l'habitude de prendre. Là, ça va aller beaucoup plus loin, des choses que nous, on ne regarderait pas. Et en fait, l'IA va réussir à regrouper des patients qui sont proches entre eux. Et du coup, quand un nouveau patient va se présenter, en analysant ces données, on va pouvoir l'associer à un cluster. Et du coup, on va pouvoir dire, voilà, vous ressemblez tellement à ces patients-là qu'il y a une chance que vous développiez cette pathologie ou que ce traitement puisse être efficace parce qu'il a été efficace pour toutes ces autres personnes. Et là, on va croiser après, je pense, différents types de données, donc les données digitales, mais aussi des données plus génétiques. Je pense notamment à des papiers qui sont sortis concernant l'immunothérapie, donc, qui est une voie assez prometteuse dans le traitement contre le cancer. Peut-être que je dis des bêtises et je m'expose à être repris. Mais, le docteur est là pour... Ouais, voilà, au moins il y a un garde-fou. Mais en gros, c'est une thérapie qui peut être très efficace, mais sur peu de cas. Ça va dépendre du cas de cancer et de la personne. Et en fait, du coup, avec des IA, on est capable de prédire l'efficacité de cette immunothérapie. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'on va pouvoir cibler les patients sur qui ça va marcher. Donc, on va mettre en place cette thérapie de manière efficace et on va éviter de l'utiliser sur des gens sur qui ça ne marcherait pas parce que c'est coûteux. Et du coup, voilà, on va sauver des gens qui peuvent être sauvés pour éviter de se disperser sur des personnes sur qui ça ne marcherait pas. Et après, sur le reste du préventif, ça va être du prédictif. Voilà. En fait, c'est pas de l'analogie, c'est plus profond que ça, mais on va pouvoir se projeter en observant des historiques et des choses proches. Je vois Dr Odell, pigné du chef, c'est que c'est tout bon alors. Non, c'est exactement ça en fait. C'est le principe de la médecine des 4P, on l'a toujours tous entendu. En fait, dans le prédictif, on va essayer de préciser un risque, et aussi un risque de récidive. Et du coup, à partir du moment où on arrive à faire cette médecine de précision, l'objectif c'est de faire de la médecine de prévention. Et cette prévention, elle va être personnalisée. Il y a des études en cours, je reste sur l'exemple du cancer du sein localisé, où en fait, en fonction du risque génétique, des caractéristiques de la personne, parce qu'elle n'est pas encore malade, on va adapter le dépistage. C'est-à-dire que pour vous, madame, au lieu de faire une mammographie tous les 2 ans, comme c'est recommandé entre 50 et 74 ans, on va la faire tous les ans, mais à partir de 45 ans. Ou inversement, vous, vraiment, votre risque est très faible, et du coup, on le fera que tous les 3 ans. Les études, aujourd'hui, elles sont en cours, c'est des études européennes. On aura les résultats au mieux dans 5 ans, voire dans 10 ans, mais c'est vers ça où on veut tendre, c'est adapter les modèles de prévention à la personne. Si je peux rajouter un truc assez classique et assez bateau, mon domaine il est assez simple d'accès pour tout le monde. Tout le monde a déjà entendu la phrase il faut 2 brossages par jour minimum, il faut parler de 2 minutes ou quoi que ce soit. La réalité elle est tout autre, elle est individuelle en fait, elle dépend du flux salivaire, de la qualité de la salive, des antécédents médicaux, des traitements en cours, des positions des dents, et c'est vraiment des choses qu'il faut réussir à adapter au cas par cas. Et l'IA justement, et un des volets qu'on développe avec Neovision, c'est adapter les conseils d'hygiène sur mesure. C'est-à-dire pour passer du tout le monde devrait se brosser les dents comme ça pendant 2 minutes à toi tu peux le faire 30 secondes comme ça, ou toi tu as besoin de le faire 5 minutes parce que voilà, tu sais pas le faire. Voilà. Et là on est dans du préventif pur parce qu'il se trouve que les pathologies orales sont pour la plupart des pathologies que tout le monde pourrait éviter. Pour autant la carie c'est l'infection la plus répandue dans le monde. Donc voilà, volet préventif pur. Merci beaucoup. On a répondu à votre question, madame ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, monsieur.
pour les gens qui suivent sur Internet. Donc la question, elle est liée au volume de données et à l'aspect significatif des données qui sortent de ce volume de données. Enfin, je sais pas, c'est une réponse qui est toujours brève, mais je pense que ceux qui font de la recherche pourraient dire ça un peu plus en détail. Mais si on fait une étude comparative homme versus machine, si elle est en faveur de la machine, je vois pas où il y a la contre-indication. Après, c'est toujours à pondérer. Mais je veux dire, une fois qu'on a démontré l'efficacité d'une IA supérieure à l'œil humain, je vois pas la matière à contredire là-dessus, quoi. Ouais. Au niveau du volume de données, on va dire qu'il va être suffisant à partir du moment où il sera représentatif de la réalité. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette, il ne faut pas qu'il y ait un cas qui ne soit pas représenté dans le jeu de données. Et il faut qu'il soit suffisamment représenté aussi pour que la machine puisse apprendre à reconnaître ces cas. Si jamais on a des données qui couvrent 80% des cas, et après en fait ça va aussi dépendre de l'évaluation du professionnel de santé. Il va peut-être dire que voilà, ça c'est un taux qui est suffisant. Nous, on va faire des évaluations statistiques, on va donner des performances, mais ce n'est pas nous qui allons valider que c'est suffisant ou non. C'est le professionnel de santé qui garde la main et qui va dire il faut qu'on atteigne tant de performances pour que ça soit viable. Là, le jeu de données est représentatif de la réalité terrain. Et après, nous, on va pouvoir aussi peut-être des fois dire ok, là c'est représentatif, mais il manque un petit peu de données. Si on pouvait avoir 50% de données de plus, on va avoir plus de robustesse dans les résultats. Mais globalement, aujourd'hui, je dirais que la qualité des données va être plus importante que leur quantité. Il y a des méthodes aujourd'hui d'apprentissage qui se basent sur très peu de données. Et en fait, l'algorithme aura appris à reconnaître certaines choses, et en lui donnant des nouvelles données qu'il n'aura jamais vues, il va pouvoir les identifier très rapidement aussi. Donc, à cette question, c'est que je dirais d'abord se concentrer sur la qualité des données et après sur la quantité. Alors, une question de monsieur ici, donc pour le docteur Edel. Depuis quand vous expérimentez en fait, de l'IA au centre Léon Bérard, et quelle est la première application, quelle est la première application prototype que vous avez mis en place en fait? La première, c'est 2015, c'est de l'analyse textuelle. C'est un projet fédératif qui est la Fédération des centres de lutte contre le cancer français, qui s'appelle Consort, et qu'on a mis en place directement dans le dossier médical du patient. Et en fait, cet outil va s'appuyer sur les données un peu structurées qu'on a dans le dossier médical, mais surtout dans tous les dossiers, dans tout le compte-rendu textuel, et va modéliser l'histoire du cancer. Ça va modéliser sous l'histoire d'une frise chronologique, et on aura le premier cancer avec la prise en charge, avec les chirurgies, avec les différents protocoles de chimiothérapie. On a un visuel de l'histoire de la maladie, et donc ce visuel, on l'a mis dans le dossier médical en, je dirais, 2016, comme ça, 1 ou 2 ans après. Ça, c'est vraiment la première application, et c'est quelque chose qui est utilisé en routine, parce que dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est un endroit, c'est le moment où on définit la stratégie thérapeutique. Il y a certaines situations où on regarde directement la frise, parce qu'au moins on a tous les traitements de la patiente, à tous les événements, la récidive, le second cancer, etc. Ensuite, on a d'autres projets, quand je parle du mésothéliome, où en fait, aujourd'hui, c'est des projets de recherche, et il n'y a pas d'application en clinique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre anatomopathologiste experte n'utilise pas ce modèle pourtant qu'elle a construit dans son activité. Elle a modifié un peu sa pratique grâce au modèle, mais ça, c'est un autre résultat. Alors, j'ai une question ici, je vais la reformuler un petit peu. On a la chance d'avoir un praticien qui est convaincu en tout cas par l'expérimentation de l'IA. Les différents soignants, vous avez dit qu'ils étaient plutôt intéressés par ce que proposait l'IA, mais est-ce qu'ils sont plutôt globalement prudents ou plutôt globalement emballés? Alors, vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est 60-20-20, hein, il y a 20% de moteur, 20% qui freine, et puis 60% qui se laissent un petit peu guider. Je pense que les choses sont encore... La communication grand public est telle que les professionnels de santé sont plutôt prudents sur ça. Parce qu'en fait, il y a une discordance entre la publication scientifique et ce qu'on lit dans la presse. Si je reste sur l'exemple du dépistage du cancer du sein, on est très très loin de l'utilisation de l'IA en routine.
Donc je serais plutôt sur 20% de très emballé et puis le reste de prudent. Mais c'est plutôt sain, quoi. Allez, une dernière question. Ouais. Bon, merci pour tout ça, pour tout ce que vous avez présenté. Ça va peut-être un peu, vous allez peut-être un peu redire ce que vous avez dit, mais c'est pas faire injure à l'IA de dire qu'aujourd'hui l'IA en santé elle est beaucoup liée à l'imagerie. Enfin, en tout cas, c'est le massif, quoi. Hein. C'est vraiment le gros sujet. Vous avez parlé d'autres sujets. Si on était, si vous étiez en position d'investisseur sur l'équivalent de l'imagerie de demain, c'est où que ça va se situer? On a parlé du matching rendez-vous, optimisation de la rentrée dans un cercueil de soins, optimisation du geste. Juste avant la table ronde, on a parlé de la smart intelligence autour du patient en rééducation. Selon vous, et connaissant les problématiques liées à la santé, où est-ce qu'on investit dans un segment précis, en mettant de côté peut-être la conception des médicaments, peut-être un sujet qui est un peu plus précis, mais peut-être que c'est ça, ou alors votre réponse c'est dans tout. Et comme on sait que globalement il faut beaucoup d'argent dans l'IA, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Voilà. Si vous aviez à investir massivement dans l'IA en santé, quel est le coût d'après, d'une certaine façon? Tout d'abord, c'est vrai que ça a évolué très fortement dans l'imagerie en premier lieu, mais en fait, comme pour tous les domaines dans l'IA, en fait, c'est en général l'image qui tire tous les autres domaines. Les premières avancées sont faites sur la vision. Et après, si je devais investir personnellement, je pense que ça serait quand même sur des technologies de diagnostic. C'est là-dessus que ça va avancer en premier, je pense. Et en fait, ce sera le premier wagon, quoi. Après, derrière, tout se mettra en place. Et surtout, quand on voit aujourd'hui comme c'est compliqué d'avoir un spécialiste des fois, ou voilà, un professionnel spécialisé, par exemple un dentiste. Moi, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec Charles, il m'a dit que c'était mort. Il était déjà un petit peu loin, mais il était surtout overbooké. Moi, quand je suis revenu à Grenoble, j'ai eu un mal fou à trouver un dentiste. Ils ne prennent plus de nouveaux patients. Et du coup, il va falloir qu'à un moment donné, on ait une réponse à cette pénurie de spécialistes. Et pourquoi on va avoir un spécialiste en premier lieu? C'est d'abord pour le diagnostic. Et je pense qu'en fait, c'est aujourd'hui des solutions technologiques qui vont venir assister les médecins pour augmenter leur bande passante. Il va y avoir des pré-diagnostics, c'est ce que propose la société de Charles avec Loïs. Et moi, c'est là-dessus que je miserai, en tout cas. Je ne sais pas pour vous. C'est un peu particulier la notion d'investisseur, parce que si la question c'est comment est-ce qu'on a le plus de pognon possible, le plus rapidement possible, je pense que la réponse elle est différente. Moi je rejoins Mathieu, mais plus sur pas le plus rapidement possible. C'est-à-dire ça c'est quelque chose, en tout cas en France, hein, après il faut voir à l'international et puis les entreprises dans lesquelles on investit, mais le diagnostic c'est clairement probablement celui qui fera la plus grosse culbute financière, mais celui qui le fera le plus rapidement, c'est pour la France, et à mon sens, mais je suis biaisé, c'est l'optimisation des parcours de soins et l'optimisation du temps du praticien. Ça passe par le pré-diagnostic, mais dans un deuxième volet, je dirais. D'abord, si on est capable d'améliorer son agenda et son flux de passage, etc., alors à ce moment-là, on a tout de suite un retour sur investissement, parce que lui a tout de suite un retour sur investissement. Et là, on parle de demain, quoi. Alors que sur le pré-diagnostic et l'imagerie, les retours sont plus longs. Le médicament, encore plus long, mais voilà. Et si je peux juste en 2 secondes, en fait, pourquoi l'imagerie? Parce qu'en fait, c'est facile. Pourquoi la NAPAT aujourd'hui explose? Parce que la NAPAT, c'est une lame. Vous la scannez dans un numérisateur et puis vous pouvez faire tourner du deep learning dessus. Je pense que c'est pour ça que l'imagerie avance aussi vite. Moi, ce que je crois énormément alors sur l'aspect scientifique et l'impact que ça va avoir, c'est dès qu'on aura réussi à faire en sorte qu'on aligne les résultats biologiques sur la classification internationale et qu'on arrive à échanger avec les autres, la biologie va modifier les pratiques. Je miserai dessus. Je reviens dans 2 ans. Merci beaucoup à tous. J'imagine que vous avez peut-être des questions supplémentaires, mais vous avez toute la latitude de pouvoir les poser à nos intervenants en sortie de conférence. Donc je voulais simplement encore une fois remercier Mathieu Poissard pour Néovision, le docteur Charles Faroche, qui est chirurgien dentiste, je ne l'ai pas précisé tout au début, mais le docteur Pierre Eudel, qui est responsable du centre de coordination de cancérologie chez Léon Bérard, et puis simplement moi Thierry Alvernière, j'étais votre animateur, j'ai eu le plaisir d'animer cette conférence. Si vous voulez bien applaudir nos intervenants, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.